confectionner mon emploi sur mesure, dernière séquence, choisir l'indépendance. Au bout de ma démarche, j'arrive à la conclusion que le seul employeur qui me convienne vraiment, c'est moi. La problématique n'est plus de trouver un emploi qui dure un certain temps, mais de trouver, tous les matins ou presque, une activité à la fois intéressante et rémunérée. Tout ce qui a été expliqué dans les 10 chapitres précédents s'applique, mais comme je ne dois surtout pas cesser ma prospection quand je suis occupé par un gros chantier, je dois en permanence remonter des ballons ou entretenir des casseroles sur le feu. Choisissez l'expression qui vous parle le mieux, mais retenez l'idée, l'indépendant est en recherche d'emploi permanente, d'où l'intérêt de se montrer performant dans la pratique de ce sport. Cette séquence est la dernière d'une webconférence relative à la confection d'un emploi sur mesure. Pour la bonne compréhension, il est bon en principe d'avoir auparavant pris connaissance de tout ce qui précède dans cette masterclass. Normalement aussi à ce stade, vous êtes supposé savoir qui vous donne ses ultimes conseils. Plus encore que le salarié, l'indépendant doit surfer sur le contexte actuel. Relire le chapitre 2 sur la convergence d'intérêts entre l'entreprise à géométrie variable et l'emploi choisi. Souvenez-vous de ces deux diapos. L'entreprise agile a intérêt à fonctionner à géométrie variable, avec 50% de CDI et 50% de vacataires indépendants. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 15%. De son côté, l'actif post-Covid va pouvoir facilement passer d'une posture à l'autre en fonction de ses besoins et ses motivations du moment. Il est possible de se fabriquer aujourd'hui un emploi sur mesure en slashant entre les différents statuts. L'association des DRH l'a compris si l'on en croit le titre de ce webinaire en date du 25 février 2021. Freelance portage salarial, les enjeux RH ne se limitent pas au périmètre du salariat. C'est clair. Il devient donc possible de négocier avec les clients des partenariats garantissant des interventions récurrentes, voire saisonnières, ce qui est une forme de sécurité pour l'indépendant. Toujours à propos du contexte, travailler chez soi n'est plus un critère différenciant le salarié du vacataire. Contexte ou pas contexte, l'indépendance nous ramène d'abord à cette grande question existentielle posée par La Fontaine dans sa fable du loup et du chien. Le chien est gras et son avenir est assuré, mais il porte un collier. Il s'agit donc bien d'un choix de vie et une des conditions de réussite est de savoir supporter une certaine incertitude du lendemain. Ce n'est pas pour autant une fatalité, et un indépendant peut toujours régler le curseur entre sécurité et liberté. Si je choisis l'indépendance à mi-carrière, je vais inquiéter mes proches. Or, après 50 ans, il est plus sécure d'être apte à trouver facilement et rapidement des activités rémunérées que de se croire à l'abri d'un CDI. Le quincreux qui choisit le statut d'indépendant a tout intérêt, à mon avis, à voir l'emploi sous le même angle que la génération Y. En passant, d'ailleurs, m'associer avec un junior est une super idée en termes de facteur de succès. Si l'âge oblige à choisir le statut d'indépendant, il faut bien évidemment se comporter comme si c'était un choix. Ce qu'on ne peut éviter, il faut l'aimer. Retenez l'idée que la liberté a un prix, mais pas quoi qu'il en coûte. Alors, passant dans l'information et le conseil, je suis confronté à des choix, un peu toujours les mêmes, quelle que soit ma spécialité. Première décision, faire du travail d'artiste avec les difficultés commerciales que ça implique, ou vendre du con et répétitif pour gagner ma vie sans effort. Choix personnel qu'il conviendra ensuite d'assumer, bien entendu. Restauration rapide ou 4 étoiles, tout est possible. Une possibilité, faire du sur-mesure sur un marché et de la confection sur un autre. À vous de voir. Un client appelle un consultant suite à un incident qui n'est que l'élément déclenchant la demande, mais l'émergence d'un problème de fond, le haut d'un iceberg. On m'appelle parce qu'un fusible vient de sauter et je reçois une commande me demandant de le remplacer par un neuf. Si j'insiste pour vendre l'intervention nécessaire à éviter une future surtension, je risque de perdre la commande face à un concurrent moins regardant. Et si je me contente de changer le fusible, je fais du travail de cochon. Là encore, à moi de choisir et surtout ensuite à assumer mes choix. Chasser seul ou chasser en bande? Chasser en bande est une bonne idée, mais c'est plus compliqué que tout seul, et ça peut se révéler très chronophage. Nous parlerons plus loin des réseaux de consultants, mais ça reste un choix personnel important. Quand passer à l'acte? Je rencontre très régulièrement des gens qui ont tout pour prendre leur première commande, mais qui attendent que leur site soit super ou qui ont besoin d'une formation supplémentaire pour se sentir légitimés.
Peur de ne pas être au top, peur de décevoir. Bon, retenez ce constat. Un consultant apprend son métier chez ses clients, quitte à effectuer sa première prestation en bénévolat ou chez un ami qui accepte d'essuyer les plâtres et de m'aider à mettre au point mon prototype. Petit rappel, on appelle consultant senior celui qui assure à la fois conception, commercialisation et production. Si vous débutez à 50 ans dans le métier, affichez-vous senior directeur. Dernier conseil que j'ai trouvé un jour dans un livre, mais qui est fondamental, un consultant n'est pas là pour expliquer la vie à son client, mais pour la lui simplifier. Et je vous laisse le temps de bien vous imprégner de l'idée qui en découle. Une solution ancienne mais qui redevient hyper actuelle, le temps partagé. Il existe plusieurs formules. D'abord, si je suis trop cher, bon ben un seul métier, mais chez 2 ou 3 employeurs différents. À plein temps, je suis trop cher. Ok, vous n'êtes pas obligé de faire le plein, mais prenez-en 20 litres. Autre cas, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je travaille pour 3 employeurs très différents, pour des postes très différents. Je peux aussi utiliser le temps partagé pour diviser les risques. J'ai envie de lancer une activité propre risquée et je garde un mi-temps avec RTT et ticket restaurant. Comme le demandeur d'emploi, l'indépendant doit formuler son projet et l'actualiser une fois par an. L'entretien annuel avec soi-même n'est pas facultatif. Tant qu'à faire de vivre ma vie, autant me formuler un super projet. Je vous propose une formulation attractive. J'ai choisi le statut d'indépendant pour fournir des prestations choisies à des clients choisis, en travaillant en temps choisi, éventuellement avec des collègues choisis, et pour choisir en finale le montant de la facture. C'est tous les jours Noël. Prestations choisies. Un premier rappel, le puzzle. Ce sera plus facile pour moi d'être crédible sur des prestations qui sont un peu dans le style de mon parcours, mais rien ne m'empêche d'appuyer sur le bouton Reset et de repartir à zéro. C'est juste un peu plus risqué. Pour sélectionner mes prestations et pour les hiérarchiser, j'accorde un gros coefficient à ce qui me branche le plus. Bon, je peux aussi être raisonnable, mais j'aurai plus de mal à vendre. Quand je liste mes prestations possibles, j'applique le principe du brainstorming sans autocensure. Avant de dire ça n'est pas possible, je me pose 5 fois de suite la question pourquoi. Et au 5e pourquoi, c'est bien connu, ça devient possible. Sont victimes de l'autocensure les légitimistes, les raisonnables et ceux qui sont conseillés par un recruteur certifié conforme au moule. Vous ne pouvez pas faire car vous n'avez jamais fait. C'est un raisonnement étrange car par définition, quelqu'un qui a évolué dans sa carrière est quelqu'un qui s'est fait embaucher pour ce qu'il n'avait jamais fait. Concernant les prestations choisies, il m'appartient entre autres de décider si je fais bien des choses connues ou si j'innove, si je travaille seul ou dans le cadre d'une franchise, si je vends aux particuliers ou aux entreprises, si je suis tout public ou si je vise une niche, etc. À propos des franchises et des contrats, vu que dans ce domaine on trouve tout et n'importe quoi, il n'est pas très simple de se décider. Si c'est uniquement pour rechercher de la légitimité, c'est souvent cher payé un manque de confiance en soi. Je n'aime pas trop le principe qui consiste à payer pour avoir le droit de travailler au profit éventuellement de quelqu'un d'autre, quoi. Démarrer avec une marque a un intérêt si son image est bonne et bien connue. Mais trouver pour moi tout seul un bon logo et une bonne baseline n'est pas très compliqué, et ça suffit largement pour alimenter un bouche à oreille. Côté outils, exploiter une méthodologie ou un test sous licence a un intérêt si c'est vraiment différent de tout ce que l'on trouve gratuitement dans le commerce. Donc à étudier avec discernement. Il est parfois plus simple d'oser être ce que je suis sans me cacher derrière plus établi que moi. Encore un conseil très important pour les quinquas polyvalents. Plus j'avance en âge, plus je fais ce que je suis le seul à savoir faire. Ce que mes concurrents font pas bien plus mal que moi, eh bien je leur laisse. C'est avec ce principe que je resterai coté à l'Argus jusqu'à 100 ans. Maintenant, les clients choisis. Au même titre que le salarié a intérêt à choisir son employeur, l'indépendant a intérêt à choisir ses clients plutôt que l'inverse. Répondre aux appels d'offres est une chose, proposer directement mes services est autre chose. Les critères pour sélectionner un client sont les mêmes que pour sélectionner un employeur. Il est intéressant d'être l'expert reconnu dans une niche,
mais il est prudent de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans ce domaine-là aussi, il faut avoir quelques idées au départ, mais c'est en avançant que je vais découvrir ma clientèle. Encore un set de table de Glodus Bouchon. N'oubliez pas cette idée, on a la clientèle que l'on mérite, et il est fondamental de pouvoir envoyer à la concurrence tous les clients qui me tirent vers le bas. Avec 20% de mes clients, je perds l'argent gagné avec les 80% restants. Si je vire ces parasites, je peux arrêter le jeudi soir pour le même résultat. Ne pas confondre avec le client exigeant, qui lui m'aide à progresser, tant qu'il n'est pas maniaque ou de mauvaise foi évidemment. Pour ce qui est du temps choisi, il est clair que c'est le plus gros avantage de l'indépendance, et il serait fort dommage de ne pas en profiter en me recréant des contraintes de permanence horaire à assurer par exemple. Plus je prends l'initiative pour proposer des dates à mes clients, et plus j'évite de mettre en concurrence mes vies professionnelles et familiales. Tout se négocie, même la date d'un séminaire. Reportez-vous au chapitre 3 où l'art du ménagement est commenté. Pour ceux qui auraient oublié, le principe consiste à faire en sorte de ne pas mettre en concurrence mes 4 vies, mais à les mettre en synergie. Et c'est beaucoup plus facile quand je suis indépendant que lorsque je suis salarié. Avec éventuellement des collègues choisis, chasser seul ou en meute. Première idée, intervenir en binôme peut se révéler très efficace dans beaucoup de prestations, simplement pour proposer un panel de personnalités plus étendu. Un homme, une femme, un senior, un junior, un créatif, un normatif, etc. Il est possible aussi de combiner plusieurs compétences complémentaires. C'est une excellente idée pour se démarquer de la concurrence. Il convient toutefois de ne pas se tromper de partenaire. Restent ensuite les clubs officiels et les réseaux plus ou moins structurés. Les clubs sont un moyen de se retrouver entre confrères pour échanger surtout des idées et rarement des affaires. Ou c'est un moyen de pénétrer dans des cercles pour y échanger des cartes de visite. De nombreux indépendants montent des réseaux, les animent pendant 3 ou 4 ans, puis laissent mourir de leur bonne mort, un peu fatigués, de tirer à charrue. De mon point de vue, les plus intéressants ne sont pas ceux où l'on échange pour refaire le monde, mais ceux où on échange des pratiques. J'ai une proposition à faire, aidez-moi à la rédiger. J'ai un problème avec un client, quelle est selon vous la bonne manière de m'en sortir? Pour ce qui est de bosser à plusieurs sur une même affaire, l'expérience m'a appris qu'il valait mieux constituer des groupes affaire par affaire. Il n'est pas vraiment nécessaire de prévoir des contrats sophistiqués, mais il est fondamental de se mettre d'accord sur la contribution à la marge. Voici un exemple de camembert convenu à l'avance par un groupe de consultants exploitant une marque en commun. En gros, on affecte 50% à la production, 25% au fonctionnement et 25% au commercial. Dans la prod, on affecte 10% à celui qui gère le client. On détaille un peu la participation aux frais de fonctionnement du groupement, ainsi que les diverses étapes du commercial. À noter que les 5% de commission à l'apporteur d'affaires peuvent être versés à un tiers ou à un membre du groupement. Ce camembert, comme tout camembert, peut être affiné en concertation au fur et à mesure que le groupe s'organise. Mais pour une première attaque en bande organisée, il suffit largement, sans nécessiter des frais d'avocat, au moins tant que le groupe n'est pas devenu une multinationale. Autre exemple, un consultant en événementiel faisant travailler des indépendants chanteurs et comédiens sur un spectacle donné a proposé cette répartition de la marge brute. Pour la production, je vous paye au prix du marché, mais je vous implique dans le projet affaire par affaire en vous rémunérant si vous participez au commercial et à la coordination du chantier. Un indépendant peut se comporter en employeur chantier par chantier, mais la manière de partager la recette ne se décide pas à la fin. Puisque nous parlons argent, parlons de la facture choisie. Premier conseil de pure gestion, ne dites pas je me payerai en fonction de mes recettes. Décidez d'abord de la rémunération que vous souhaitez et ajustez votre prévisionnel de chiffre d'affaires. Soyez quand même réaliste pour ne pas avoir à bosser comme un dingue, mais décidez quand même d'un minima. Le point d'équilibre, c'est celui qui paye les frais, plus le salaire minimum prévu pour justifier ma décision d'indépendance. Pour votre budget prévisionnel, sauf si vous avez des goûts de luxe, sachez que pour vous verser l'équivalent de 1000 € en salaire, il vous faudra en facturer 2000. Par contre, voiture, internet sont compris dans ces frais professionnels et réduisent d'autant vos frais personnels. Pour le financement d'un indépendant, je suis plutôt partisan d'un modèle cool. On peut bosser en indépendant avec un portable, un PC et la petite auto que j'ai déjà.
Pour que l'argent ne me mine pas la santé, je gagne d'abord l'argent que je dépenserai ensuite. C'est très chic d'avoir des bureaux sur les Champs-Élysées. Et je suis peut-être très habitué à disposer d'une assistante qui repasse mes chemises et cire mes pompes. Si vous disposez d'une fortune personnelle, profitez-en. Mais sinon, commencez à bosser depuis chez vous. Tous les métiers d'indépendants ne s'y prêtent pas, bien sûr, mais ne louez pas votre local plus tôt que nécessaire. Si vous souhaitez juste vous fabriquer un emploi à vos mesures, ne soyez pas non plus ébloui par le modèle des start-up, dont le principe consiste à dépenser un maximum d'argent pour occuper le terrain avant la concurrence. Il s'agit d'un autre monde que mes conseils ne concernent pas. L'actualité conduit à choisir aussi le lieu. Pour le salarié, le choix est encore limité dans de nombreuses entreprises un peu ringardes, mais l'indépendant peut et doit choisir son lieu. Je ne dois pas trop me plaindre si en indépendant, je dois me rendre tous les jours dans un lieu pourri à 2 heures de chez moi. Tout se négocie, même avec un client mal situé géographiquement. Je vous propose d'en terminer avec le plus compliqué, mon commercial et mon image. Cette liste des actions commerciales n'est pas exhaustive. La prospection directe se fait par la méthode réseau, telle que décrite au chapitre 5, et je peux m'entourer de conseillers, chapitre 6. Identifier les prescripteurs provoque un effet bras de levier. Qui a de l'influence sur mes clients choisis? Comment puis-je les motiver à parler de moi, voire à en dire du bien? Nous avons déjà évoqué, par ailleurs, les clubs et les réseaux qui participent bien évidemment à l'activation des ronds dans l'eau. Publier un post par semaine sur LinkedIn est suffisant pour acquérir une petite notoriété. Les clubs affaires sont au moins à explorer, sachant que l'efficacité n'est pas toujours proportionnelle au montant de la cotisation, mais un peu quand même. Mention spéciale au bénévolat. Tous les coachs en emploi, par exemple, sont bénévoles dans une association d'accompagnement vers l'emploi. Le font-ils pour gagner leur paradis, pour bénéficier des réunions de bénévoles qui leur tiennent lieu de clubs métiers, ou carrément pour proposer leurs services aux candidats qui ont besoin d'un suivi personnalisé? Nul ne le sait, et nul ne le saura jamais, car ça n'a pas d'importance. Les animateurs de ce genre d'association ne sont pas dupes, mais ils savent qu'un bénévole vient toujours chercher quelque chose pour lui, y compris dans les associations à but caritatif. Les frontières entre emploi, bénévolat et loisirs s'estompent, voir le chapitre 2 sur le contexte actuel. Restent les loisirs et autres activités culturelles. Ce qui n'est pas trop facultatif, c'est de m'inscrire à toute manifestation qui se termine par un cocktail ou un simple pot de l'amitié. Ne soyons pas snobs, car la qualité des informations à récupérer n'est pas proportionnelle à celle des petits fours. C'est à cet usage que je dois disposer d'un stock de cartes de visite au design conforme à l'image que je souhaite véhiculer. Un indépendant moderne se doit de cultiver sa personal branding, en bon français, son image. J'ai connu un ami qui, pour implanter l'agence lyonnaise d'un cabinet international, assistait systématiquement à toutes les conférences et posait toujours une question à la fin, quel que soit le sujet. Ça lui donnait l'occasion de se lever devant 500 personnes, et pour se présenter, il donnait un peu plus que son nom dans un pitch d'une dizaine de secondes. Au cocktail, les intéressés venaient à lui. 15 ans plus tard, il vient de vendre son cabinet qu'il a bien développé. Le coup des questions aux conférenciers, ça marche, à condition de le faire avec tact et discrétion. Les supports. La communication passe par des supports, numériques, papier ou live. Je peux travailler sans site, mais il est bon d'en faire un vite fait bien fait pas cher. La seule page utile est celle de mes prestations. Tout le reste n'intéresse que moi. Plus j'en mets pour me justifier, plus je donne l'impression de douter de ma compétence. Puis alors attention, un site d'indépendant n'est pas un CV de chômeur. Et puis au fait, je prévois un site suffisamment simple pour le mettre à jour moi-même, construit éventuellement par un ami, mais qui me forme aux mises à jour. Mes documents sont de deux sortes, ceux qui servent à entretenir mon image et mes fiches produits ou modules. J'ai intérêt à choisir une charte graphique et un logo, 50% de mes clients étant des visuels. Pour ça, si je me lance à 50 ans, je me fais aider par un junior qui connaît les modes. En document papier, je crois encore à la carte de visite à distribuer largement et sans modération. Ça ne coûte rien et les économiser est une ânerie. Les plaquettes aujourd'hui ne servent plus guère que pour les salons. J'utilise plutôt des pages du site. Ça ne coûte rien et surtout, c'est mis à jour en 3 minutes. La newsletter est un outil assez lourd à gérer, utile si j'ai des vraies news à communiquer, mais trop chronophage
si l'objectif est juste de rappeler mon existence à mon fichier. Il suffit pour cela de souhaiter joyeux Noël et bonne année. Les livres et les conférences font partie des outils de ma communication. Si je maîtrise bien un sujet, écrire un livre et le présenter en conférence est le plus sûr moyen de jouer dans la cour des grands, même si le tirage est confidentiel. Le fait qu'un livre existe me permet d'en parler et de me poser en expert. Mais le fer de lance de ma communication, ça reste mon pitch visuel, à user sans modération. Vous avez déjà aperçu le mien en début de cette séquence, mais je vous le recolle à la fin. Pourquoi? Si je veux que vous m'aidiez à trouver des opportunités de conférence, je suis un peu obligé de vous seriner la musique. Bon, 2 fois dans le même clip, c'est juste pour la pédagogie. Il faut dans la vraie vie solliciter les réseaux, mais pas les harceler. Mieux sans doute que le pitch visuel statique, il y a encore le pitch vidéo, pour 2 raisons. Il combine l'oral et le visuel, et surtout il me permet de présenter mon offre en racontant une histoire. Là encore, comme pour le site N'écoutez pas les experts, qui vous oblige à faire de la surqualité. Plus il y a de pixels sur une image, moins ça voyage sur Internet. Si l'idée est originale, ça va circuler. Il paraît que Lelouch tourne maintenant ses films avec un téléphone portable. De plus, quand je suis un artisan indépendant, prouver à mon client que je suis plus riche que lui, pour avoir l'air professionnel, n'est pas forcément une bonne idée. Enfin, il convient d'arroser vos succès. En principe, après audition de cette longue conférence à domicile, vous devriez voler de succès en succès. La dernière étape de la méthode, c'est l'arrosage. Si vous voulez que ça pousse, il faut arroser. Si vous avez réussi une belle prestation, bouclez-la toujours par un satisfecit. Si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à vous auto-congratuler. Bien sûr, c'est mieux de me faire signe. Je me libère volontiers pour ces clôtures de dossier. Pour terminer, une réflexion sur mon double statut employeur et employé. Quand vous avancerez en âge et en expérience dans n'importe quel métier d'indépendant, il arrivera un jour où l'employeur trouvera que son employé en prend un peu à son aise, ou que l'employé estimera qu'il travaille beaucoup pour pas grand-chose. Une fois par an, je passe un week-end dans un relais des châteaux pour y passer l'entretien annuel avec moi-même. Je peux légitimement passer la note en frais, car cet échange est une condition de la pérennité de la fragile entreprise Moi et ça. Oncle Jacques, et que les vents vous soient favorables. The End. Une conférence traditionnelle en live se termine par un débat, plus ou moins instructif d'ailleurs. Dans le cas d'une webconférence, chacun prend connaissance de l'exposé sans sortir de chez lui et à son rythme, puisque le speech du conférencier est découpé en séquences d'environ 15 minutes. Mieux qu'un débat, l'organisation d'ateliers réunissant une douzaine de personnes dans une arrière-salle de bouchon lyonnais privatisée pour la circonstance me semble une assez bonne idée. Il faudra bien sûr qu'ils aient visionné la conférence avant. Si intéressé au moins sur le principe, envoyez vos coordonnées à jpconseil4@wanadoo.fr, ça me permettra d'organiser.